Je suis Denis Munoz, je suis sociologue, enseignant à la Sorbonne. Je suis aussi expert associé à l'Institut de l'entreprise et je suis notamment l'auteur du Surprésentéisme, Travailler malgré la maladie, qui est sorti aux éditions de Book en 2013. L'objectif du livre, en fait, c'est de parler non pas des gens qui sont en arrêt maladie, mais au contraire des gens qui sont malades et qui ne s'arrêtent pas parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter et donc qui travaillent même lorsqu'ils sont malades. Ce qui est frappant, c'est que le surprésentéisme touche un grand nombre de personnes. Ça peut toucher aussi bien le précaire, qui est en CDD ou en intérim par exemple, que le grand patron qui ne va pas s'arrêter, mais pour des raisons différentes. Donc chez les cadres supérieurs, la raison principale, c'est des raisons d'image. Donc ça va être un manager qui va me dire je ne peux pas m'arrêter parce que j'ai des réunions trop importantes, j'ai trop de responsabilités, et si je m'arrête, personne ne va prendre le travail à ma place. Il y a aussi la peur que la maladie soit perçue comme un signe de faiblesse pour des gens qui ont des responsabilités importantes. Et donc ils ont peur que ça puisse être perçu comme une forme d'incompétence ou une incapacité à tenir le job, entre guillemets. À l'opposé, on a des gens qui ne vont pas s'arrêter, plus pour des raisons financières ou la peur de perdre leur travail, ou alors la peur d'être un peu mis à l'écart, soit par leur management, soit par leurs collègues, avec la pression sociale des présents sur les absents. C'est vrai que les indépendants sont parmi la population les plus touchées par le surprésentéisme. Quand on discute avec un petit commerçant, par exemple, il va dire que s'il s'arrête, il doit fermer une boutique ou son chiffre d'affaires va totalement diminuer. Donc ils hésitent à deux fois avant de s'arrêter, même lorsqu'ils sont malades. Typiquement, la crise fait augmenter le chômage et quand le chômage augmente, l'absentéisme a tendance à diminuer. Et dans le même temps, le surprésentéisme a tendance à augmenter. Ça, on le voit en France, on le voit dans tous les pays européens. Par exemple, en Espagne, où la crise a été d'autant plus forte, l'absentéisme est quasiment égal à zéro aujourd'hui, au sens où il a vraiment chuté, parce que les gens sont déjà tellement contents d'avoir un emploi que lorsqu'ils sont malades, ils vont quand même travailler en se disant si jamais je ne viens pas travailler, je risque de me faire licencier, et donc ça risque de me poser problème dans ma carrière. Les principales pathologies en fait, qui donnent lieu à du surprésentéisme sont les pathologies notamment mentales, par exemple les cas de dépression. Tout simplement parce que ce sont des maladies qui sont peu visibles et du coup les salariés qui sont victimes de ce type de maladie ont peur de passer pour des tirs au flanc ou pour des gens qui vont frauder de la part de leurs collègues et du coup ils vont s'obliger à venir travailler même s'ils ont des dépressions qui est une vraie maladie et pas seulement un petit coup de blues comme parfois certains collègues pourraient le croire. Après on va trouver des maladies qui vont être assez importantes ou récurrentes, comme les troubles musculo-squelettiques. Donc là, les gens qu'on appelle les TMS, c'est des gens souvent qui vont osciller entre absentéisme et surprésentéisme. Le jour où la douleur est vraiment est trop forte, ils vont être en arrêt maladie. En revanche, lorsque la douleur est un peu moins forte, parce qu'ils aiment le travail ou parce que c'est important pour eux en termes de conscience professionnelle ou en termes d'identité, ils vont se débrouiller pour y travailler même s'il y a une petite douleur qui persiste. La première grande enquête réalisée en Europe a été réalisée en 2010 par la Fondation de Dublin, qui est la fondation pour l'amélioration des conditions de travail en Europe. Et donc d'après cette enquête, en France, on avait un taux de surprésentéisme autour de 48%. 48%, c'est-à-dire que 48% des Français qui travaillent déclarent avoir fait au moins un jour de surprésentéisme dans l'année. Donc certains ont fait beaucoup plus. Pour indiquer une moyenne, la moyenne européenne des pays des 27 pays de l'Union européenne est autour de 40%. Donc la France, c'est un petit peu au-dessus de la moyenne européenne. Après, donc, ces chiffres datent de 2010. Les enquêtes que j'ai pu mener en fait, me montrent que l'estimation serait un peu plus élevée. D'après mes chiffres, en fait, on serait plutôt autour de 55% de personnes qui feraient du surprésentéisme chaque année. Voilà un indicateur. Après, si on essaye de raisonner plutôt en termes de nombre de jours de surprésentéisme, d'après mes estimations, une personne dans l'année fait à peu près 10 jours de surprésentéisme, donc c'est quasiment autant que le nombre de jours d'absentéisme. Les premières conséquences du surprésentéisme, c'est sur le salarié en tant que tel ou sur le travailleur indépendant. Toutes les études médicales montrent que la personne qui ne s'arrête pas lorsqu'elle est malade dégrade sa santé. Donc finalement, au lieu de s'arrêter quelques jours lorsqu'on est malade, le risque c'est de devoir s'arrêter plus longtemps, peut-être 6 mois ou un an après, parce que finalement on n'aura pas pu guérir totalement de sa pathologie. Donc on voit certaines personnes qui vont avoir un rhume au départ pas, sans grande gravité, mais qui, faute de soigner, peuvent aller jusqu'à des cas de pneumonie. Dans les cas extrêmes, on a des gens qui vont faire des burn-out. Donc finalement, en fait, ils ne vont pas être à l'écoute de leur corps qui leur dit à un moment il faut faire stop parce que ils travaillent trop, ils ont du mal à s'arrêter, à trouver un bon équilibre entre le travail et puis la vie privée.
Et donc malheureusement, c'est seulement au moment où ils craquent, où ils font un burn-out, qu'ils vont se rendre compte qu'ils auraient mieux fait de s'arrêter plus tôt pour éviter d'être dans cette situation assez grave du point de vue de la santé au travail. De façon assez paradoxale, en fait, l'absentéisme et le surprésentéisme ne sont pas totalement opposés. Au sens où on voit que les personnes qui font du surprésentéisme, souvent, ont aussi des jours d'absentéisme dans l'année. Alors, comment on l'explique? Tout simplement parce que chaque individu va jongler un peu entre ces deux comportements, suivant sa charge de travail et suivant les pics d'activité. Si j'ai un pic d'activité important, peut-être que je ne vais pas aller voir le médecin pour me faire arrêter, et donc je vais continuer à travailler même lorsque je suis malade. En revanche, peut-être que 3 mois plus tard, si je retombe malade, si la charge d'activité est moins importante, là, dans ce cas-là, je vais plutôt prendre un arrêt maladie. Donc on a des gens qui oscillent finalement entre l'absentéisme et le surprésentéisme, ou qui parfois finalement vont commencer par le surprésentéisme, et puis au bout d'1 ou 2 semaines, ils se rendent compte que leur maladie ne passe pas, et du coup finalement ils finissent par accepter de prendre un arrêt maladie. On voit aussi parfois le cas inverse, des personnes qui ont un arrêt de travail finalement, mais ne vont pas jusqu'au bout, et qui reviennent au bout de 2-3 jours alors qu'elles ne sont pas encore totalement guéries. Donc on voit bien que l'absentéisme et le surprésentéisme peuvent coexister. Toutes les études médicales montrent que les surprésentéistes ont finalement un taux d'absentéisme qui va augmenter au fur et à mesure. C'est-à-dire si régulièrement je vais travailler, même lorsque je suis malade, l'année N plus 1 ou N plus 2, j'aurai plus d'arrêts maladie que la moyenne. Donc typiquement, en fait, on voit bien que le surprésentéisme, à moyen terme, crée de l'absentéisme. C'est pour ça que c'est un raisonnement à court terme pour les entreprises de dire que c'est une bonne chose qu'il y ait du surprésentéisme en leur sein. Au départ, les entreprises se disent à court terme, si les gens viennent travailler alors qu'ils sont malades, c'est plutôt positif, au sens elles le prennent comme un signal comme quoi les salariés sont motivés, sont attachés à leur entreprise. À moyen terme, elles peuvent se rendre compte que finalement le coût peut être plus important que le gain. Et elles peuvent se dire finalement il vaut mieux que les salariés s'arrêtent quelques jours pour vraiment revenir en pleine forme plutôt que de ne pas s'arrêter et de risquer de mettre leur santé en danger et puis éventuellement celle de leurs collègues. Les conséquences pour les entreprises, le premier risque en fait c'est un risque de contagion. Simplement si une personne vient avec la grippe par exemple, elle risque de contaminer ses collègues. C'est pour ça que les entreprises en général parlent du surprésentéisme uniquement lorsqu'il y a des grandes épidémies qui sont médiatisées comme l'épidémie de grippe H5N1. Là on en parle, mais en fait au quotidien on en parle très peu malheureusement, sauf quand c'est vraiment médiatisé. Ensuite, les autres risques pour l'entreprise, c'est que le salarié qui est malade et qui vient quand même travailler est moins productif. Il va être en général plus irritable, plus fatigué. Donc ça peut entraîner des tensions, des formes de jalousie ou de conflits entre collègues qui peuvent dégrader le climat social. Et puis enfin, le dernier risque pour l'entreprise, c'est que la personne qui est malade, elle va faire peut-être moins attention à son travail, elle risque de faire plus d'erreurs et ça peut aller vers des actions de travail ou vers des problèmes de qualité du bien ou du service qu'on produit. Donc au final, c'est le client qui est perdant ou l'image de l'entreprise. Aujourd'hui, malheureusement, les directeurs des ressources humaines prennent conscience du phénomène mais sans agir. Quand on discute un peu en off ou de façon assez informelle avec eux, ils reconnaissent que ce phénomène existe et qu'il a tendance à augmenter avec la crise économique. Malheureusement, les DRH ne savent pas trop comment aborder ce sujet pour plusieurs raisons. D'abord, en fait, ils ont peur de la réaction des organisations syndicales. Ils ont peur que les syndicats s'emparent du sujet pour montrer que c'est l'entreprise elle-même qui pousse les gens à venir même lorsqu'ils sont malades. Ensuite, les DRH ont peur que le fait de parler de surprésentéisme, ça fasse gonfler l'absentéisme. Donc ils ont peur finalement que le taux d'absentéisme explose du fait d'aborder ce sujet. Et donc aujourd'hui, c'est un peu la politique de l'autruche, au sens personne n'en parle, même si on sait que ça existe. À l'étranger, on en parle beaucoup plus dans les pays anglo-saxons. Aux États-Unis, au Canada ou en Angleterre, ça fait plus longtemps qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur ce sujet, tout simplement parce que la sécurité sociale est moins développée qu'en France, et du coup, ça fait longtemps qu'on s'aperçoit que certaines personnes viennent travailler parce qu'elles ont peur de se faire licencier ou elles ont peur de perdre de l'argent du fait de leur absence pour maladie. Donc c'est vrai que c'est dans les pays anglo-saxons qu'il y a plus cette prise de conscience et que les entreprises en fait sont plus à même d'agir sur ce sujet. Souvent, elles commencent par sensibiliser l'ensemble des salariés, en particulier les managers, en rappelant les règles, qui est la règle de base, c'est que tout simplement, lorsqu'on est malade, on reste chez soi pour se reposer et revenir en pleine forme, en pleine santé au travail quelques jours plus tard. Ensuite, les entreprises essayent parfois de trouver des formes d'intermédiaires entre l'absence totale et la présence totale. Donc souvent, elles vont développer des formes de télétravail pour que certaines personnes puissent travailler en partie de chez elles, ne serait-ce que pour pouvoir répondre aux mails urgents, répondre à certains coups de téléphone ou terminer un dossier. Et donc l'idée, c'est de trouver une sorte d'alternative entre la présence et l'absence, tout en permettant à la personne d'éviter d'avoir un trajet ou un temps de trajet qui peut être important et qui peut augmenter la fatigue de la personne qui est malade.
Les médecins sont les premiers à se rendre compte du phénomène, parce que ce sont les premiers à être confrontés à des gens qui refusent des arrêts maladie ou qui, lorsqu'on leur donne un arrêt de maladie de 2 semaines, finalement vont s'absenter 3 jours et puis après revenir dans l'entreprise. Malheureusement, les médecins sont impuissants, parce qu'en fait, autant ils peuvent délivrer des arrêts de travail, ils ne peuvent pas les imposer et ils ne peuvent pas vérifier si la personne réellement prend son arrêt de travail ou pas. Donc les médecins eux-mêmes se sentent un petit peu impuissants. Malheureusement, en fait, aujourd'hui, les pouvoirs publics ne parlent pas vraiment de ce sujet. Il n'y a pas vraiment de sensibilisation au niveau national, alors que c'est peut-être le pouvoir public qui a un rôle important pour sensibiliser les travailleurs à ce sujet-là.